pense d'abord qu'il y a un problème de vision. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on ne peut pas rester comme on est. Non pas que la situation soit catastrophique, mais quand on regarde le résultat de la régulation des 20 dernières années, on voit qu'on a un certain nombre, on pourrait dire, d'effets secondaires qui ne sont pas satisfaisants du tout. On a évidemment le sujet des pénuries de médicaments matures que tout le monde connaît parce qu'il est tous les jours dans la presse, mais on a un sujet moins connu et très inquiétant qui est l'accès aux médicaments très innovants, qui est moins rapide en France qu'ailleurs, même si, grâce à l'accès précoce, il y a quand même un très très bon accès, mais pour un nombre limité de patients qui sont suivis par des équipes médicales qui sont très en avance en matière de recherche. Mais pour l'ensemble du pays, on a un décalage qui est problématique et qu'il faut résoudre. Mais on a d'autres sujets aussi. On a évidemment un sujet de désindustrialisation, pas que dans le secteur de la pharmacie et des medtech, mais on a un sujet de désindustrialisation. On a une sous-prise en compte des enjeux d'environnement qui est inacceptable en 2023. On a encore d'autres sujets. Les sujets d'antibiorésistance, ils ne sont pas bien traités et on voit bien qu'ils sont liés à la prescription là aussi. Donc voilà, quand on soulève les pierres et qu'on regarde attentivement, on se dit qu'il faut changer un certain nombre de choses et cette prise de conscience, elle doit être là pour tous les acteurs et notamment les acteurs côté État et côté Parlement pour qu'on puisse ajuster. Encore une fois, la situation n'est pas catastrophique. Justement, on a le temps de gérer les choses pour les bouger de manière intelligente avec toutes les concertations et toutes les études complémentaires qu'il faut faire. Donc pour moi, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est que finalement, si on regarde les tensions qu'on a aujourd'hui, elles viennent du fait que grâce à l'innovation, on a beaucoup de nouvelles solutions pour les patients. On a gagné, je le répète en boucle, 10 ans d'espérance de vie en 50 ans et on espère que ça va continuer. C'est grâce aux dispositifs médicaux et aux médicaments, pas à d'autres critères magiques. Donc on a cette innovation, mais elle coûte cher. On a probablement pas assez réfléchi sur comment l'innovation peut être aussi au service d'un rééquilibrage du système, pas seulement financier d'ailleurs, mais de durabilité, d'accessibilité, de pertinence, etc. Il y a des marges dans le système et les données de santé, typiquement, sont absolument cruciales et on a évidemment aujourd'hui des capacités de collecte et de traitement qu'on n'avait pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, donc il faut vraiment s'emparer, prendre à bras-le-corps cette opportunité des données. C'est un sujet évidemment compliqué, il y a des sujets d'entrepôt de données, il y a des sujets de RGPD, il y a 1000 sujets, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on aille chercher ces sujets de données. Mais après, il y a d'autres questions, d'autres pistes liées à l'innovation. On peut, avec l'impression 3D, faire des choses en matière, par exemple, de dispositifs médicaux qu'on ne stocke pas, mais qu'on fabrique sur mesure. On peut, grâce à l'IA, on a par exemple des algorithmes qui sont arrivés pour pouvoir regarder la compatibilité entre un greffon et un greffé. Donc ça vient de sortir. Mais on voit bien que si on arrive à démultiplier, et il y a vraiment énormément d'opportunités quand on travaille, on peut réussir à avoir de nouvelles capacités de réguler le système de santé qui doivent permettre finalement d'équilibrer la pression financière par beaucoup de progrès, notamment pour faire court sur les volumes et sur la bonne prescription. Et le troisième point, c'est que on a absolument besoin de retrouver des espaces de coopération à l'intérieur de l'administration. On a probablement trop taylorisé pour plein de raisons, y compris des questions réglementaires, y compris des raisons européennes. On a affecté à des équipes des tâches, sauf qu'à la fin, quand on additionne les délais, on arrive à des choses qui sont quand même pas raisonnables. Et force est de constater quand même que d'autres pays ont réussi à trouver des façons plus rapides. Et puis dans le dialogue avec les professionnels, parce qu'on voit bien qu'on est quand même arrivé à une situation de très grande tension, sur fond de tensions financières qu'il faut encore une fois gérer collectivement. Mais voilà, trouver des espaces de coopération, ce qui passe vraisemblablement par le fait qu'on arrive à beaucoup plus segmenter et préciser plutôt vouloir attraper tout en même temps. Et au sein de l'administration, travailler différemment, travailler dans des espèces de mode projet permanents, de façon à pouvoir traiter les sujets et aligner les questions de santé publique, de bonne prescription, de numérique, financier, réglementaire, européen. Voilà, il y a énormément de sujets, mais c'est vrai que si chacun les traite de façon séparée,
au mieux, ça prend du temps, au pire, ça prend du temps et c'est pas satisfaisant. On a une régulation qui a quand même beaucoup été marquée par le prix. Et d'ailleurs, dans le rapport, on a utilisé des rapports existants qui montrent à quel point la France a plus utilisé le levier prix que d'autres pays qui nous ressemblent, des pays européens. Quand on veut aller vers d'autres leviers que le prix, par définition, il faut qu'on regarde, si on veut regarder le volume et la bonne prescription, de façon plus fine. Parce que, comme vous l'avez dit, la mise sous une forme de maîtrise de la licensus en oncologie, ça a à peu près rien à voir avec le sujet de l'utilisation des bas de contention ou du Doliprane. Et donc, il faut aller de manière plus fine. Et c'est là où, effectivement, il y a un changement à faire qui est complexe, en tout cas qui demande pas mal de moyens et qui demande une autre vision, justement, de ce qu'il faut faire. Donc nous, on le dit à de nombreuses occasions dans le rapport, on pense qu'il faut aller sur des choses beaucoup plus précises. Ce qu'on a commencé à faire de fait, parce que quand vous regardez au fil des années les articles du PLFSS, ils prennent des segments en fait des médicaments ou des dispositifs médicaux, mais on n'a pas reconnu en tant que tel le fait que oui, il fallait qu'on arrive à quelque part faire une espèce de cartographie en se disant il y a 30 ou 40 sujets différents. Et il va falloir qu'on arrive à les traiter en regardant beaucoup les sujets de bonne prescription, de volume et de prix et de réussite, de résultats, c'est-à-dire d'outcome aussi, en se comparant à ce qui se fait à l'étranger. Donc on est absolument convaincu qu'il faut aller dans cette direction-là, absolument convaincu aussi que ça suppose de la part de l'administration des changements, ça suppose aussi de la part des syndicats professionnels de travailler différemment, ça suppose qu'on mette les docteurs aussi dans le jeu, parce qu'à la fin de la journée, la dépense de médicaments remboursés ou de DM remboursés par la sécurité sociale, ça correspond à des prescriptions des docteurs. Personne ne va acheter son anticancéreux au coin de la rue, et si on va acheter son Doliprane au coin de la rue, il n'est pas remboursé, donc il n'est pas dans tout le sujet qu'on discute actuellement. Voilà, donc il faut absolument qu'on arrive à remettre les médecins, et derrière les médecins, les établissements de santé, quand on parle de pratique hospitalière, puis qu'on regarde aussi la chaîne, parce que quand on regarde finalement le prix du médicament, il comprend sa production, sa commercialisation, sa distribution, y compris les grossistes répartiteurs dans le dispositif. Donc voilà, on a une chaîne, et comme il faut qu'on arrive à trouver des marges, il faut qu'on ait regardé tout ce qui permet d'aller les chercher. Mais pour répondre plus directement à votre question, oui, il faut absolument, nous on en est convaincus, il faut regarder de manière plus fine, travailler de manière plus fine, parce que sinon on est un peu collé avec notre sujet du prix. Vous posez une question évidemment très difficile, parce que si on savait répondre à cette question quelque part, on saurait répondre à peu près tous les défis de notre système de santé aujourd'hui. Il y a deux angles que nous on a pris, sur lesquels on a un peu plus creusé peut-être que d'autres. Un qui est très court terme, qui est le sujet de l'aide à la prescription des médecins. On a passé un peu de temps dans les interviews avec des prescripteurs, avec des docteurs, et on voit bien qu'on a une période où on a une capacité d'amélioration grâce au logiciel de prescription, y compris sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la iatrogénie, par exemple, des personnes âgées, parce qu'à titre bénévole, je suis présidente d'une association qui a 75 EHPAD. On a à portée de main un certain nombre de choses. On pointe dans le rapport des sujets extrêmement techniques qui sont réglementaires, entre les règles de l'AHS, les règles communautaires, les jeux d'acteurs dans le système. Bon, voilà. Il y a un sujet à attraper là, que ce soit d'ailleurs pour les logiciels pour les médecins libéraux, ou d'ailleurs les logiciels à l'hôpital. On a à portée de main plein de solutions qui ne sont pas magiques, mais qui peuvent permettre de monter une marche dans ce domaine, et justement de permettre que les docteurs ne soient pas obligés de lire toute la littérature qui sort tous les jours pour pouvoir être le plus pertinent possible. Et
on est absolument convaincu que les médecins ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils vont mal prescrire. Je veux dire, si à un moment les gens font ce qu'ils font, c'est de la sociologie des organisations, c'est qu'il y a un certain nombre de raisons, d'habitude, de demande des patients. Ils nous l'ont beaucoup dit. Les patients demandent des ordonnances. En France, 80% des entretiens, des rendez-vous avec les médecins, rendez-vous, j'ai perdu mon mot, les consultations se terminent par une prescription de médicaments. Au Danemark, c'est 40%. Donc, voilà. Et les médecins nous disent qu'il y a une forte attente des patients de prescription. Donc, on pense qu'il y a autour à court terme, il faut travailler là-dessus. Sur le long terme, il faut plus travailler sur les parcours et ce qu'on appelle value-based healthcare, qui est comment justement on aligne les intérêts des acteurs, d'un point de vue notamment financier, pour que finalement ils convergent naturellement vers les bonnes pratiques. Et ça suppose des évolutions assez importantes, parce que ça suppose des variations de rémunération selon on suit ou pas les bonnes pratiques, qui sont très importantes, en tout cas qui sont supérieures aux 3-4% qu'on a aujourd'hui dans le système français, et personne ne change ses comportements pour 3 ou 4% de sa rémunération. Voilà, donc pour pouvoir aller dans cette direction-là, on souligne à quel point il est important de renforcer la recherche en santé publique, la recherche en économie de la santé. On est faible en France si on se compare à d'autres pays. Encore une fois, on a un trésor pour pouvoir faire de la santé publique, qui sont les bases de données que nous avons dans notre pays, et qui sont pour 1000 raisons particulièrement complètes et intéressantes pour faire des travaux de santé publique et d'économie de la santé. Donc il faut vraiment qu'on aille chercher ces deux dimensions. Très court terme, tout ce qui est autour du logiciel, d'aide à la prescription, et long terme, économie de la santé et capacité à travailler sur comment on aligne les acteurs pour qu'ils aient intérêt à converger vers les recommandations scientifiques et médicales. Compliqué.